Il arrive à dessiner des billets de 100 $ à la perfection. Ils ont pris un billet de 1 $, ils l'ont transformé en billet de 100 $. Seulement, il y a un truc qui va les trahir. Ça s'est joué à ça. On remonte à la fin du 19e siècle, en 1897, et nous sommes aux États-Unis, à Philadelphie. Il y a deux jeunes hommes qui travaillent dans une imprimerie. Et ils sont très réputés parce qu'apparemment très qualifiés. Baldwin, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui prend de la place, qui parle fort et qui est un génie littéral de la mécanique. Arthur, lui, est un petit peu plus réservé et c'est un extrêmement bon dessinateur. Un soir, un homme qui s'appelle William Jacobs invite Arthur et Baldwin à un dîner. Alors William, c'est un vendeur de cigares, il fait un petit peu d'import-export apparemment. Durant le dîner, il propose à Baldwin et à Arthur de tenter l'œuvre de leur vie, de tenter de fabriquer des faux billets. Et il leur achète un atelier de gravure pour que les deux puissent commencer par se mettre à leur compte. Arthur commence à dessiner et il arrive à dessiner des billets de 100 $ à la perfection. Mais vraiment, c'est mieux qu'une photocopie. Baldwin, lui de son côté, bosse sur une machine géniale qu'il arrive à faire. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'un léger détail à régler. Le papier, il tente tous les mélanges, toutes les compositions, toutes les fibres possibles pour fabriquer du papier, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Les deux veulent du 100%, c'est-à-dire ils veulent les faux billets parfaits ou rien. Et ils essaient maintes et maintes fois de décolorer des billets de 1 $ pour pas que ça leur coûte trop cher. Et puis, on se dit que si on arrive à faire d'un billet de 1 $ un billet blanc, après en imprimant ce qu'on veut dessus, on est forcément gagnant. Mais sans surprise, il reste toujours une trace visible, un léger dessin de visible, c'est jamais tout blanc. Et c'est là que Baldwin a une idée de fou. L'idée, ce serait de découper les billets en deux. Alors pas dans ce sens-là, mais dans le sens de la largeur, de l'épaisseur du moins, pour réussir à faire deux billets, un qui aurait le recto et rien au milieu, et l'autre qui aurait rien au milieu, et le verso. Donc ils tentent de décolorer leurs deux bouts de billets, et ils y arrivent à 100% avec leur mélange habituel. Là, il n'y a plus une trace, il n'y a plus l'ombre d'un dessin, il n'y a plus rien. Donc ils font la première partie, le premier dessin sur le premier côté, et la deuxième partie, et ça fonctionne. Ça supporte la presse. Ce qu'ils impriment dessus, c'est un billet de 100 $. Donc ils se retrouvent avec un billet de 100 $ en recto blanc derrière, et un billet blanc devant, et le 100 $ au verso. Donc il faut recoller les deux parties pour avoir un billet d'épaisseur normale avec un recto verso. Ils tentent plusieurs colles, ils arrivent en mélangeant de l'eau et de la poudre de riz à obtenir une colle très résistante, transparente et qui ne durcit pas au séchage, donc qui reste souple. Ils recollent donc les deux moitiés fraîchement imprimées, ils les laissent sécher et le lendemain, verdict, impeccable, billet parfait. C'est-à-dire qu'ils ont pris un billet de 1 $, ils l'ont transformé en billet de 100 $. Donc ils vont à la banque pour casser le billet, c'est-à-dire faire de la monnaie, demander des billets de 10 $, ce qui est complètement pas anormal du tout. Le banquier se saisit du billet de 100 $, l'examine sous toutes les coutures avant de faire la monnaie. Évidemment, il vérifie que c'est pas un faux billet, ça vaut quand même 3500 $, encore une fois à notre époque. Il n'a qu'une seule conclusion possible, il s'agit d'un vrai billet, donc il leur fait la monnaie, les 10 billets de 10 $, les garçons repartent avec. Donc là, c'est quand même terrible. Ils ont pris un billet de 1 $, ils l'ont transformé en faux billet de 100 $, ils sont allés à la banque, ils ont récupéré 100 $ de nouveau, mais en petites coupures, qui là étaient réels. Ils ont même réussi à se débarrasser du faux billet. Pendant ce temps-là, William Jacobs n'est pas tenu au courant. Donc un jour, il se pointe à l'imprimerie, et il trouve l'imprimerie fermée, et il se dit que les deux se sont barrés. Qu'ils ont peut-être trouvé comment faire, et qu'ils se sont barrés, qu'ils l'ont laissé comme ça en plan. Évidemment, il va pas se plaindre auprès de la police, donc il laisse tomber et il s'assoit sur sa thune, sur l'argent qu'il a dépensé. Mais je vous fais un bond dans le temps. 6 mois plus tard, Trésor public des États-Unis d'Amérique. Il y a un billet qui arrive au Trésor des États-Unis et l'employé de banque trouve que le sceau du billet est un peu pâle, un peu léger. Donc il se dit, je vais le tremper dans de l'eau chaude pour voir si ça se décolore. Il trempe le billet juste dans l'eau chaude, encore une fois, juste pour voir si l'encre tient bien, si c'est pas un fake ou un truc comme ça. Et là, il se passe un truc plus qu'inattendu pour eux. Une fois dans l'eau chaude, le billet se dédouble. Tout le monde est prévenu et le chef des services secrets est en panique parce qu'on ne sait pas combien de billets de cette qualité sont en circulation dans le pays. Ça peut faire s'effondrer une économie et faire s'effondrer un pays. Il prend la seule décision qu'il peut prendre à ce moment-là et qui est incroyable. Il décide de retirer tous les billets de 100 $ en circulation. C'est assez impensable. C'est le seul moyen
en récupérant les vrais et les faux, de pouvoir repartir à neuf en mettant un nouveau en circulation. William Jacobs est au courant, évidemment, hein, ça veut dire ça fait la une de tous les journaux, et pour lui ça veut dire qu'une seule chose, c'est que Baldwin et Arthur ont bien réussi 6 mois auparavant à créer les faux billets de 100 $, et qu'ils se sont barrés avec, et qu'ils ont inondé le marché, et que là ils sont en train de se faire gauler. Mais c'est tellement pas fini comme histoire. William fonce à l'imprimerie de nouveau, celle qu'il avait trouvée fermée 6 mois auparavant, et il y retrouve Baldwin et Arthur présents. Alors la raison de leur absence, c'est qu'ils étaient juste partis quelques jours dans le sud pour claquer un peu d'argent et se faire plaisir. Quand William leur dit vous me fabriquez des nouveaux billets de 100 $ par rapport aux nouveaux qui ont été mis en circulation et vous ne faites que ça de vos journées. Voilà. Et comme ça, moi aussi, à un moment donné, je récupère ma part. Sauf que forcément, ils n'auront pas le temps de faire autre chose, donc ça va attirer l'attention le fait qu'ils refusent des commandes, et surtout beaucoup de commandes. Encore une fois, ils sont réputés, ils ont beaucoup de clients. Donc ils font une augmentation générale de leurs tarifs, mais quand je vous dis une augmentation, c'est prohibitif. Personne n'a envie de payer un imprimeur ce prix-là, même les 2 meilleurs du pays. Quant au chef des services secrets, il n'a pas lâché l'affaire, lui, il continue son enquête, il veut savoir qui a fabriqué ça, parce qu'il sait que ça peut revenir à tout moment. Pour lui, c'est fait forcément avec du matériel de professionnel, donc il fait surveiller toutes les imprimeries et gravures du secteur, jusqu'au jour où il apprend qu'il y a une imprimerie qui a augmenté ses tarifs d'une manière démentielle, et elle se trouve à Philadelphie. Et là, pour lui, ça devient intéressant parce que le faux billet, le premier qu'on a emmené, qui s'est, au lieu de se décolorer dans l'eau, qui s'est détaché, provenait de Philadelphie aussi. Donc, il envoie toutes ses équipes là-bas. Une grosse enquête est faite, on relie Baldwin et Arthur à William Jacobs, du coup, il n'y a plus de doute, la police débarque et embarque tout ce beau monde. Ils passent tous à l'interrogatoire et au début, les garçons nient tout en bloc. Ils nient tout en bloc parce que avant que la police rentre, ils ont réussi à planquer les planches qui servent à fabriquer les faux billets. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Donc comme ils ont réussi à cacher ça, pour l'instant, il n'y a pas de preuves contre eux. Mais Arthur, il est un peu plus faible psychologiquement. Et depuis le début, souvenez-vous, même dans la première discussion avec William, il n'était pas très chaud pour faire ça. Du coup, il craque, il avoue tout. Il dit même où sont les planches. Ils sont mis en détention provisoire avant le jugement. Leur avocat les rejoint dans leur cellule, parce qu'ils ont la même cellule, ils ont une cellule commune. Il est très énervé parce qu'ils ont avoué où était le matériel. Et c'est le seul point de pression en fait que l'avocat aurait pu avoir. Il sait que la police est prête, et même le gouvernement, à négocier pour récupérer les planches, donc ils auraient pu alléger leur peine. Mais là, comme ils ont tout donné, c'est mort pour lui. Il a plus de carte en main. Et il leur explique ça, il leur explique cette grosse bêtise qu'ils ont faite. Ça travaille énormément Baldwin, il va y penser toute la nuit et le lendemain matin, il demande à parler à son avocat. L'avocat arrive et Baldwin lui demande de combien de temps il peut décaler le procès au maximum. Et l'avocat lui dit, en utilisant toutes les astuces, tous les recours, toutes les ficelles, il peut décaler ça d'1 an maximum, mais que de toute manière, ça n'a pas d'intérêt puisque durant 1 an, ils seront quand même en détention tous les deux. Baldwin lui demande pas plus d'explications, il le somme de faire ça, de décaler le procès le plus loin possible dans le temps, et lui demande un billet de 20 $ pour s'acheter des choses en prison, c'est tout. Vous l'avez sûrement deviné, le projet de Baldwin, c'est pas de s'acheter des trucs avec 20 $ en prison, c'est un plus gros projet que ça. Il veut fabriquer des faux billets depuis sa cellule. Sa mère, à Baldwin, elle vient les voir tous les jours, et c'est une dame très imposante. Donc Baldwin se dit, elle pourrait cacher un petit peu de matériel minimum dans son corset. On va dire quelques outils, quelques liquides, vraiment juste le minimum pour essayer de travailler un petit peu. C'est exactement ce qu'ils font, et la nuit, Arthur et Baldwin travaillent sur les faux billets. Alors, il y a toujours l'un des deux qui travaille et l'autre qui surveille, et ils alternent comme ça une nuit sur 2. Couper les billets en 2, ça ils savent le faire, il n'y a pas de problème, ils prennent un billet de 1 $ et ils le coupent en 2. Décolorer les billets une fois qu'ils sont séparés en 2, ça ils savent le faire aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant le problème c'est que pour imprimer, il faut du matériel spécifique. Il faut faire en premier une espèce de photographie. Plus précisément une photogravure, et ça demande un matériel volumineux. Eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont enduire un billet de 20 $, le billet de l'avocat, avec de la gélatine, et ils vont laisser sécher ça au soleil toute la journée, en se relayant, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'ombre des barreaux de la cellule, donc ils vont bouger le billet en fonction de l'orientation du soleil. Ensuite, graver la plaque, c'est bon, ils ont les quelques outils qu'a ramené sa mère, ça suffira. La presse, il faut la presse après pour presser, pour recoller les billets, pour presser le dessin. Là, ça va aussi, ils ont un petit bloc de fonte d'1,5 kg qui a été passé par sa mère. En quelques jours, ils arrivent à fabriquer 100 billets de 20 $. Qui donne à la mère de Baldwin, qui va aller les écouler un petit peu partout. Une fois que c'est fait, il demande un rendez-vous avec le procureur.
Et c'est là que le plan de Baldwin se met en place. Baldwin dit au procureur que oui, ils ont trouvé de l'imprimerie des billets de 100 $ avec les planches, etc. Mais que ce que ne sait pas le gouvernement, c'est qu'ils avaient une deuxième imprimerie où ils fabriquaient des billets de 20 $. Et que celle-ci, ils l'ont pas trouvée. Parce que souvenez-vous, l'avocat leur a dit, vous avez tout donné aux flics, donc on n'a plus de moyens de négocier. Donc là, ils inventent un moyen, une imprimerie fantôme, quelque part, qui fabrique des billets de 20 $. D'ailleurs, le procureur ne les croit pas du tout. Il se dit justement que c'est un faux truc pour essayer de négocier. Donc les garçons lui disent de vérifier, d'aller dans les banques de Philadelphie, de prendre les billets de 20 $ et de vérifier s'il n'y en a pas des faux de la même qualité que leur ancien billet de 100 $. Le procureur vérifie et bingo, il trouve les faux billets de 20 $. Alors, ils sont pas aussi nickel que les billets de 100 $, mais on reconnaît la qualité du travail. C'est le bon papier, c'est le vrai papier qui émane de l'État, qui a été décoloré. Quand on le trempe dans l'eau chaude, les billets se séparent. C'est la même technique, c'est sûr, c'est eux. Vous vous dites qu'ils s'en sortent bien. Seulement, il y a un truc qui va les trahir. Ça s'est joué à ça. Le billet de 20 $, le billet d'origine qui a été recopié et dupliqué, c'est le billet qu'avait fourni l'avocat. Et ça, c'est un billet qui était fraîchement émis. C'est-à-dire que des billets, il y en a tous les jours qui rentrent en circulation et tous les jours, des billets sont aussi détruits. Ce billet a été imprimé quand Arthur et Baldwin étaient déjà en cellule. Et ça, pour le procureur, ça veut dire qu'une chose, qui paraît impossible, c'est que les garçons auraient fabriqué ces faux billets, donc quand même les meilleurs du marché, depuis leur cellule. Au procès, ils ont tout avoué, ils ont tout raconté, ils n'ont rien cherché à cacher ou à minimiser. Je pense que ça a tellement bluffé l'auditoire que du coup leur peine a été la peine minimale, 7 ans. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les 2 plus grands fabricants de faux billets que la Terre ait portés.